Oui, il y a donc bien, de toute évidence, une opposition à Vladimir Poutine en Russie, une opposition qui a pris les armes, une opposition déterminée. On évoque beaucoup la passivité des Russes, on évoque beaucoup leur endoctrinement, ou une forme d'apathie, ou une forme de fatalisme. Eh bien, on apprend qu'il y a une opposition armée clandestine en Russie. Donc à travers cette fameuse, cette mystérieuse plutôt, légion dont on ignorait l'existence, en tout cas j'en ignorais l'existence jusqu'à ces derniers jours. Peut-être certains d'entre vous en avaient entendu parler. Alors de quoi parle-t-on d'abord? Quelle est cette action de sabotage? Que sait-on sur cette légion? Voici les indispensables avec Justine Frécy. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, que s'est-il passé sur cette voie ferrée? Eh bien, ça s'est passé en Russie, près de Rostov-sur-le-Don hier. Regardez, ça va très vite. On voit ce chemin de fer, on est en forêt dans la nuit, et une explosion sur les rails. Ça peut paraître une petite action, mais ce lieu est stratégique. L'armée russe utilise ce chemin de fer pour transporter énormément de matériel militaire, des armes, des camions, des munitions, pour ravitailler l'armée russe en Ukraine. C'est l'un des gros axes de passage. Eh bien, cette voie ferrée est désormais inutilisable au moins pour plusieurs semaines. Alors, qui est derrière ce coup d'éclat? Eh bien, il a été mené par un groupe d'opposants russes armés que l'on découvre d'ailleurs à cette occasion, la Légion Liberté pour la Russie. Voilà, mené et revendiqué par cette Légion Liberté pour la Russie. Alors, quel est ce groupe? Que sait-on de lui? Eh bien, c'est un groupe d'opposants russes armés qui ont choisi donc une forme de lutte armée. Ils s'opposent à Vladimir Poutine, dont ils évoquent le régime dictatorial. Ils se battent, je cite, pour une nouvelle Russie et ils rejettent en particulier la guerre d'invasion de l'Ukraine. Écoutez justement cet ancien soldat de l'armée russe. Il a déserté pour rejoindre la Légion Liberté pour la Russie. Так они сюда пришли, они убивают. Здесь, в этой ситуации, они враги. Я, например, я был в Буче, я был в Ирпене, я видел все, что они наделали. Oui, parce qu'il faut indiquer, mais vous allez nous donner plus de précisions, si cet homme parle à visage découvert, c'est parce que cette légion a deux branches, d'une certaine manière, dont une qui a pignon sur rue, si on peut le dire comme ça, en Ukraine. Alors, combien sont-ils, ces membres de la Légion? Bien, pour le moment, l'unité revendique 2 bataillons entièrement équipés, soit environ 1 millier d'hommes. Ces membres agissent clandestinement en Russie. Et vous le disiez, d'autres ont effectivement franchi la frontière et rejoint l'armée régulière en Ukraine. Certains de ces leaders sont déjà identifiés. Exemple avec Igor Volobuev, 50 ans, ancien cadre de la banque publique russe Gazprombank, un pur produit de l'oligarchie poutinienne. Dès le début de la guerre, par opposition à Poutine, il fait partie de ceux qui ont rejoint l'Ukraine, où il a de la famille, et il s'est donc engagé aux côtés de l'armée. Il y a encore cet homme, Ilya Ponomarev, 47 ans, ancien député russe. C'est le seul qui, en 2014, à la Douma, avait voté contre le rattachement de la Crimée à la Russie. En revanche, tous ceux, et d'ailleurs les plus nombreux, qui combattent en Russie, évidemment, ne se manifestent pas. Oui. C'est cela qui nous intéresse au premier chef, disons-le clairement, ceux qui mènent une lutte armée, ceux qui mènent des actions de sabotage sur le territoire russe. Ils ne sont pas partis, ils sont toujours en Russie. Est-ce que la destruction de cette voie ferrée de Rostov-sur-le-Don est le premier coup d'éclat de cette légion, Justine? Eh bien non, parce que justement, cette fameuse Légion pour la liberté pour la Russie, elle est clairement en train de monter en puissance. Juste avant Rostov, il y a eu Ivanovo, lundi, c'est une autre voie ferrée qui a été attaquée à 250 km au nord-est de Moscou. Inutilisable parce que là, c'est tout le système électrique qui a été détruit. Ou encore, ce dimanche, encore plus près de Moscou, cette attaque similaire. Bref, ces dernières semaines, cette Légion Liberté pour la Russie a multiplié les attaques de chemin de fer, les incendies ou encore les jets de cocktails Molotov. Restez avec nous, Justine, parce qu'on a encore une question à vous poser. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette Légion? Isabelle, je me tourne vers vous, parce que vous connaissez. Pas du tout. Pas du tout, mais par contre, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il se passe en Russie la même chose que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Un réseau de résistance qui s'attaque avant tout au chemin de fer pour couper les Russes, pour couper les approvisionnements de la Russie. Et c'est une très très bonne nouvelle. Il y a encore des gens
indépendants d'esprit en Russie qui peuvent réagir. C'est la leçon que vous tirez aussi, Emmanuel. Oui, aussi. Alors, moi, je n'avais pas entendu parler de cette unité de manière constituée telle qu'elle est présentée, mais déjà, depuis le début du conflit, il y avait eu des actions courageuses de la part des cheminots biélorusses qui avaient arrêté des convois en minant ou en tout cas en sabotant les lignes. Il y avait eu aussi l'action méritante et ô combien courageuse des cheminots ukrainiens qui s'étaient mobilisés aussi. Alors, il y a eu déjà dans les mois qui ont précédé des actions éparses avec des attaques de centres de recrutement où il y a eu des cocktails Molotov qui ont été jetés contre ces centres de recrutement. Ça pouvait apparaître comme des actions isolées ou spontanées, entre guillemets. Là, visiblement, on a affaire à un groupe constitué qui recrute. Très prudent parce que c'est très bien mis en scène. C'est d'une certaine façon très tictoisé, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est très PR, comme diraient les anglo-saxons, avec une tête, deux têtes, des têtes bien faites, qui sont directement dans le deuxième cercle, c'est pas le premier, hein, peut-être même le troisième cercle de la Poutini, avec un député qui a besoin aussi, ce député de la Douma, qui a besoin de montrer qu'en 2014, il était courageux. Ceux-là ont quitté la Russie, cette branche-là a quitté la Russie. Je ne suis pas du tout certain que les opposants russes qui se réunissent régulièrement à Varsovie il y a quelques semaines, il y a quelques jours à Paris, à l'invitation du président russe, du président français, pardon, comme observateur, mon lapsus est révélateur, comme observateur de la réunion de la société civile, se reconnaissent dans ces actions. C'est important, je ne suis pas certain que ce soit si déterminant que ça. Leurs actions ne sont pas si déterminantes que ça, ou bien vous n'imaginez pas que ce groupe-là puisse recruter, se développer de façon à devenir un acteur. En Russie, ça va. Oui. Ça peut retarder. Mais des actions comme celle-là peuvent faire, entre guillemets, sa publicité, parce que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'une telle action est revendiquée, qu'il y a une forme de revendication officielle avec cette signature, Légion, Liberté pour la Russie. Avec un très beau slogan, un très beau logo. Oui. Mais on ne peut pas savoir non plus. Ils sont de leur temps. Si ce n'est pas une manipulation aussi ukrainienne, c'est-à-dire des Ukrainiens qui combattent en disant nous sommes russes. Mais là, on est sur le territoire russe. Oui, justement, mais en disant nous sommes russes, mais en réalité, ce sont des Ukrainiens. Vous savez, franchement, pour distinguer un Ukrainien d'un Russe, il faut quand même être particulièrement. Ils sont masqués. Voilà, ils sont tous masqués. Donc, il y a quelques têtes d'affiche dont vous avez parlé très justement. Donc, ceux-là, on les connaît, ils sont en Ukraine. Mais l'opération en Russie, on ne sait pas qui l'a menée. Donc, il faut être très, très, très prudent sur ce genre de manipulation. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu de la Russie, c'est quand même pas beaucoup de courage quand on compare à ce qui se passe, par exemple, en Iran. La population se terre plutôt qu'elle ne se révolte. Et justement, peut-être que c'est le début de... peut-être que c'est le début de quelque chose. Là où vous avez raison, c'est vrai qu'on ne peut pas exclure la piste d'une manipulation, oui, de l'armée ukrainienne à partir de la branche de ce mouvement qui se trouve en Ukraine. Quel est votre sentiment à vous, général? Je rejoins un peu ce que dit Jean Quatremer, c'est-à-dire que d'abord, on ne sait pas qui sont-ils exactement. Beaucoup ont de la famille, tous les Russes ont de la famille en Ukraine, les Ukrainiens ont de la famille en Russie. Donc en fait, ils sont plus ou moins liés. Maintenant, leurs actions, effectivement, frapper les voies ferrées, toute la logistique russe passe par les voies ferrées. C'est-à-dire que le principe logistique en Russie, c'est l'utilisation des voies ferrées au maximum. Donc effectivement, ils visent juste en frappant ça. Est-ce que ça aura un effet? Parce que je ne me rends pas compte s'il y a d'autres voies ferrées à côté ou à proximité, ou des dérivés, qui permettent d'éviter les endroits où ça a sauté. Mais la vraie question, c'est qui a mené ça? Dans quel but? Est-ce que ce sont effectivement des Ukrainiens qui sont passés pour des Russes pour que des Russes se soulèvent également en disant mais il y a des Russes déjà qui le font, pourquoi pas nous? Est-ce que ça marche comme ça dans ce genre de situation? Est-ce que c'est à partir de coups d'éclat comme celui-là qu'on peut s'identifier, se dire je ne suis pas seul à me dire que cette guerre est folle, qu'il faut stopper Vladimir Poutine? Est-ce que ça marche comme ça? Je pense que ça marche pour certains, oui, bien sûr. Certains doivent se poser des questions. Alors ils ne réagissent peut-être pas comme en Iran, comme vous le soulignez à l'instant, mais certains doivent se poser la question en disant mais est-ce que c'est quoi cette guerre? Est-ce que finalement il ne faut pas prendre les armes contre Poutine, renverser Poutine pour ramener la paix? Il y a une guerre de l'information aussi qui est menée et que pour l'instant les Ukrainiens gagnent. Et là, s'il s'avère effectivement que ce sont les Ukrainiens qui sont en train de monter une opération, c'est fantastique. Dire voilà, regardez, il y a un groupe armé qui peut éventuellement faire des petits, pourquoi pas, parce que c'est à partir de là que ça peut aussi créer de vrais mouvements de résistance. Ouais, ça peut faire boule de neige. Voilà, ça peut faire boule de neige. Donc c'est très intelligent ce qu'ils sont en train de faire. Alors, petit élément complémentaire d'information,
On vous retrouve, Justine. Est-ce que Moscou a réagi après ce sabotage? Pas du tout, pas un mot du Kremlin, ni sur le sabotage d'hier, ni d'ailleurs sur celui de dimanche, lundi et sur les précédents, la semaine dernière. En revanche, il faut sans doute voir un lien avec cette nouvelle loi qui vient d'être votée cet après-midi et qui punit les peines de prison allant jusqu'à la perpétuité, la réalisation d'une explosion, d'un incendie criminel, tout acte visant à détruire des entreprises, infrastructures et moyens de transport pour porter atteinte à la capacité de défense de la Russie. Le message est très clair et d'ailleurs, 3 hommes qui font partie de la Légion Liberté pour la Russie ont également été arrêtés. 3 hommes qui font partie de la Légion ont été arrêtés. Voilà, c'est sans doute, cette information, elle vient de la Légion elle-même, on l'imagine. Elle vient de cette organisation elle-même. Elle vient du Kremlin. Elle vient du Kremlin. Donc il y a un paradoxe. Il minore d'un côté l'efficacité de cette légion, et en même temps, ils font une loi spéciale. Et ils reconnaissent son existence d'une certaine manière. Isabelle, vous vouliez intervenir? Oui, moi, ça me fait penser à la multiplication des groupes armés en Russie. Ce nouveau groupe, s'il existe vraiment et s'il est vraiment aussi conséquent qu'on le dit, c'est un nouveau groupe qui se rajoute à Wagner, qui se rajoute aux forces spéciales, qui se rajoute à l'armée, qui se rajoute aux milices formées par les gouverneurs, qui se rajoute à la multiplicité, aux Tchétchènes de Kadyrov, qui se rajoute à la multiplicité de groupes armés qu'on trouve aujourd'hui en Russie. Un objectif complètement différent. Avec un objectif complètement différent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le jour où Vladimir Poutine est écarté par, je ne sais pas, une portion de l'armée ou une portion de son entourage? On s'aperçoit qu'il n'y a plus d'État en Russie, que tout s'effondre et qu'on a des milices et des groupes armés qui peuvent faire la loi entre eux et se battre aussi entre eux. Parce que si on rajoute à ça, en fait, la colère qui monte dans les régions qui sont les premières pourvoyeuses de jeunes, de mobilisés, alors que Saint-Pétersbourg et Moscou sont complètement à l'abri. Et on a un début de rébellion dans les régions qui sourde et qui peut très bien, en fait, une fois que Vladimir Poutine sera parti, se transformer en une grosse rébellion et une volonté de quitter cette fédération qui les opprime, qui les appauvrit et qui s'est moquée d'elle absolument depuis le début. Une espèce de deuxième étape, en fait, du démembrement du communisme qui avait commencé après la chute du mur. Et à ce moment-là, tous ces groupes armés peuvent aussi se battre entre eux. C'est à ça aussi que ça me fait penser. Oui, Emmanuel. Oui, il y a effectivement ce risque d'implosion qui peut venir du territoire russe ou des marges de la Russie que constituent les ex-étrangers proches, c'est-à-dire les pays limitrophes et surtout les républiques qui sont au Caucase du Nord notamment. Mais c'est bien pour ça qu'il faut être très très prudent par rapport à cette légion, parce qu'il me semble qu'elle est un peu urbaine. Il me semble qu'elle ne correspond pas tout de ce que je vois de son leadership. Elle ne correspond pas tout à fait aux irruptions très violentes parfois dans les républiques, en Bouriatie, au Daghestan, en Ingouchie, où là, il y a effectivement une autre opposition qui vise à s'interposer quand les mères des enfants ou les épouses des conscrits ou des mobilisés sont pris par les forces spéciales russes ou par la Rosgardia, c'est-à-dire les forces du ministère de l'Intérieur. Donc la résistance est multiple. Oui. Elle est armée, elle est pacifique parfois. Mais on la voit rarement se manifester. Là, on a des images qui en montrent l'exemple, comment dire, la quintessence, avec des véhicules rutilants. Voilà, là, on est côté Ukraine, on est dans la branche ukrainienne. C'est la seule qui a pignon sur rue. Du matériel militaire de grande qualité, si j'en vois les images, avec des uniformes flambant neufs. Donc évidemment, il y a une sorte de mise en scène. Oui. Il faut voir ce que ça donne du côté russe, si c'est vraiment la même chose. De toute évidence, la branche russe est étroitement associée à la branche ukrainienne. Si ces hommes ont trouvé des explosifs aussi, c'est peut-être pour cela. Mais l'analogie qui peut venir à l'esprit, c'est que si on la voit émerger aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas à mettre en lien, c'est un peu ce que vous sous-entendiez, Isabelle, avec la conscription, avec la mobilisation? En France, c'est à partir du moment où il y a eu le service du travail obligatoire, le STO, que la résistance a trouvé énormément de volontaires. Mais vous avez entièrement raison, David, parce que souvenez-vous, quand la mobilisation a été décrétée, on a vu une nouvelle vague de jeunes qui ont quitté la Russie. Souvenez-vous, ces milliers de voitures à la frontière, aux frontières de la Russie, c'était très impressionnant. Parce qu'en fait, jusque-là, tous ces gens
il ne soutenait pas vraiment la guerre. Mais enfin, il se fichait un petit peu de la guerre. C'était la politique de l'autruche. Il regardait ailleurs. Il ne se sentait pas concerné par la guerre. Et là, ils se sont rebellés, tout simplement parce que c'était la première fois depuis le début de la guerre qu'elle les concernait directement, qu'ils étaient impliqués, ils n'ont pas envie de se battre. C'est pas qu'ils refusaient la guerre de Vladimir Poutine, c'est qu'ils n'avaient pas envie d'y participer. Donc ça, il y a eu vraiment, en fait, une rupture à ce moment-là, et c'est sans doute pour ça que Vladimir Poutine n'avait décrété que la mobilisation partielle et non pas la mobilisation générale. C'est sans doute pour ça qu'il l'a fait si tard, et c'est aussi pour ça, sans doute, qu'il a épargné les grandes villes urbaines pleines d'élites potentiellement plus aptes à se rebeller. Et parmi ces hommes-là, vous disiez 700 000. 700 000 ont quitté la 700 000 qui ont quitté la Russie à ce moment-là, eh bien, on peut supposer quelques milliers très opposés à cette guerre, ont décidé de rejoindre la clandestinité, peut-être des organisations comme cette Légion, où, bon, on en est réduit à des suppositions. Oui, hein. C'est très rare, historiquement, de voir des groupes armés apparaître dans un pays contre un régime qui est légalement installé. Là, vous parliez du STO, par exemple, et de la résistance en France. Mais la France a été occupée, je vous rappelle quand même, par l'Allemagne nazie. Là, la Russie n'est occupée par personne. C'est le régime russe. Il y a eu des partisans russes et des partisans ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale, mais contre l'occupant allemand, et puis ensuite contre les communistes. Je vous rappelle quand même que la résistance ukrainienne contre l'occupant communiste, elle a duré jusqu'au milieu des années 60. On a totalement oublié ça. Pendant 20 ans, on parle toujours des Japonais dans les îles, mais ça a continué en Ukraine très très longtemps. Mais là, ça serait vraiment quelque chose sans précédent, sauf si c'est le début d'une guerre civile, effectivement. C'est-à-dire, si vraiment c'est un groupe russe, c'est comme vous... le début d'une guerre civile, peut-être qu'on va vite en besogne. Ça peut être disons que le pays est en train de se militariser, et il se militarise en tout cas, c'est peut-être une graine. C'est le début de quelque chose. Voilà, parce que généralement, si vous avez des groupes armés, ça se termine en guerre civile. Sinon, il n'y a pas de groupe armé de résistance contre un régime qui est encore légal, on va dire, le régime légal. Alors, cela dit, on dit armée, pour l'instant, ils font du sabotage. Oui, donc, c'est vrai. Pas encore ce qu'on imagine forcément, des hommes en armes, des brigades. Oui, mais c'est pas avec 1000 hommes que vous allez faire quelque chose. Vous n'allez pas changer le cours de la guerre avec 1000 hommes, sauf à créer effectivement ces actions commando, à faire sauter des voies ferrées, à faire sauter des transformateurs électriques, à faire sauter, pourquoi pas, un avion sur un aéroport, des actions dites actions commando. À 1000 hommes, c'est difficile de faire plus. Face à des blindés russes, face à l'artillerie russe, c'est plus compliqué. Sauf à susciter un effet d'entraînement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça valait la peine de tourner le regard vers cette mystérieuse légion. C'est la première fois qu'on entend parler d'un groupe clandestin armé en Russie. Si ce groupe clandestin existe et que ce n'est pas une manipulation ukrainienne, nous, notre intérêt, évidemment, c'est de les aider. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même que pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque vous évoquiez la résistance en France, mais la résistance dans tous les pays, dans les zones occupées, elles étaient incroyablement aidées par les services secrets américains et les services secrets anglais. Donc, si elle existe même, cette milice, est-ce que ça n'indique pas peut-être que nos services secrets sont déjà sur le terrain, voire même en Russie, pour les former? Vous savez, peut-être aussi. Manier un explosif, ça ne s'apprend pas comme ça, hein, David. Si demain on se retrouve sur le front, tous les deux, je pense qu'on ne va pas être très doués. Non, mais... les Américains et les Britanniques aidaient les Ukrainiens depuis 2014. Ouais. Non, sans doute que les services de renseignement ukrainiens ont tout intérêt à les former, d'autant plus qu'ils disent qu'ils veulent s'en prendre directement au président Poutine. Ah oui, c'est ça. Donc l'idée selon laquelle ce ne serait pas eux, mais des partisans, correspond parfaitement à leur narratif. Nous avons formé des Russes pour se débarrasser de Vladimir Poutine. Mais je crois assez à la thèse aussi d'Isabelle, d'une forme de milicisation, un petit peu comme on l'a vu en 91, où chaque chef veut avoir sa faction au cas où, pour se protéger lui-même, ou pour essayer de grignoter un peu du pouvoir, qui, si Vladimir Poutine tombe, perlera dans chacun des services. Bien.